Écoutez, moi je suis très doublement touché et doublement ému d'être ici ce soir. D'abord parce que, je le dis toujours, j'ai toujours beaucoup de gratitude pour ceux qui m'ont tendu la main lorsque j'étais un jeune néophyte. J'avais commencé ma thèse milieu des années 80. Et j'étais donc à Paris, et les premiers à m'accueillir, c'était alors le centre Rachid, d'une part, le centre, quand il se trouvait Faubourg Poissonnière, et donc Franklin, Rafi Marciano, qui maintenant est à l'Alliance, Gad Ibghi qui aujourd'hui dirige. Voilà, tout ça, ce sont des personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là. Et voilà, à un moment où j'étais, voilà, je venais à peine d'arriver d'Israël, j'avais fini mon service militaire, j'avais commencé, j'avais terminé ma licence et ma maîtrise, et je commençais donc ma thèse ici pour les archives, et que j'ai terminé ensuite en Israël. Et voilà, donc c'est toujours pour moi toujours très important de marquer cette gratitude-là à l'égard de ceux qui m'ont voilà, accueilli. C'était à l'époque le DUEJ, le diplôme universitaire d'études juives. Donc mes premiers enseignements, voilà, c'est ici, sinon dans ces locaux, en tout cas sous les auspices de cette même institution qui m'accueille aujourd'hui ce soir. Et Franklin a été effectivement un des premiers. La deuxième raison, c'est que voilà, je suis toujours très touché quand je vois des visages qui me sont familiers, Maxime, Monique, son épouse, Georges Elia, Monsieur Lalou, Brigitte, voilà. Bon, voilà. Donc ça, c'est toujours très touchant lorsque je suis toujours très modeste, je préviens pas, voilà, je n'ai personne qui me font cette amitié d'être ici. Voilà. Et la troisième raison, on va dire, pour laquelle je suis très très content de présenter ce livre, c'est que, alors voilà, dans la mesure où j'imagine qu'une partie d'entre vous, peut-être pas tous, mais connaissez sinon mes travaux, en tout cas mes interventions radiophoniques ou télévisées, je dois dire que, et je vais commencer par là, par vous raconter l'histoire de ce livre. Voilà. J'imagine d'ailleurs que certains d'entre vous, je ne vais pas citer Ruben, qui est mon étudiant, un de mes meilleurs étudiants il y a quelques années à Natania, je l'ajoute dans la liste. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est une très belle histoire, et je dois dire que beaucoup de gens qui me connaissent, lorsqu'ils ont vu le livre, Léon Ashkenazi, André Chouraki, Denis Charmil, se sont dit, mais que diable allait-il faire dans cette galère ? C'est pas en général sur Léon Ashkenazi qui travaille, que j'ai d'ailleurs connu, ou sur André Chouraki, que j'ai également connu, tous les deux à la fin de leur vie. Et c'est donc une très belle histoire que je voudrais ici brièvement raconter, voilà, en introduction. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. En fait, c'est Annette Chouraki, donc l'épouse d'André Chouraki, la veuve d'André Chouraki, qui m'écrit... C'était en juin 2017. Elle savait que j'étais aux États-Unis pour une année sabbatique. J'étais en Californie, à l'University of California, Irvine, pour me demander si, en octobre de la même année, en octobre 17, je serais déjà de retour, puisque les années sabbatiques durent un an, afin de participer à un colloque à l'occasion du centenaire de la naissance d'André Chouraki, donc né en 1917, et donc le centenaire célébré par une belle manifestation qui a eu lieu à l'Institut Ben Tzvi à Jérusalem. Et je lui réponds qu'effectivement, je serai de retour au mois d'août, et donc elle m'invite à écrire, enfin à proposer un sujet. Et là, je ne vais pas vous surprendre, vous allez dire, ah, c'est Denis Charmil tel qu'on le connaît. Je dis, eh ben, très bien, je vais parler de la position très originale qu'avait André Chouraki sur le conflit israélo-arabe, et en tout cas sur sa résolution. Je dirais que sur sa perception du conflit, il avait une perception, on va dire, très mainstream, mais sur la résolution du conflit, il avait des idées inclassables, voilà, qui n'étaient ni droite ni gauche. Donc voilà, j'envoie cette proposition-là, pour rappeler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on parle surtout d'André Chouraki, traducteur de la Bible, on parle de sa traduction du Devoir des cœurs d'Ibn Pakuda. Bon. Donc je fais cette proposition-là, et quelques jours plus tard, je reçois d'Annette Chouraki et de Francine Kaufmann, avec qui elle
travail, justement pour célébrer l'œuvre d'André Chouraqui. Elle me répond non. Donc la première phrase négative. Je me dis non, c'est pas possible. On ne peut plus même présenter la position originale d'André Chouraqui pour résoudre le conflit israélo-arabe. C'est quand même scandaleux. Bon. La deuxième phrase n'était pas du tout cela. La deuxième phrase était nous avons une proposition à vous faire. Bon. Et cette proposition, c'est que elle disposait d'un enregistrement et de sa transcription sur un fichier Word, comme on dit, d'un entretien entre Léon Ashkenazi et André Chouraqui. Et donc, elle pensait que c'était peut-être une meilleure idée que de me confier ce texte-là et de présenter, encore une fois, un entretien totalement inédit. Bon, alors je suis rassuré, je vois bien que ce n'était pas une censure sur le sujet, mais au contraire, une sorte de promotion, voilà, me faisant cette confiance-là de présenter ce texte. Avant même de le recevoir, je dis, mais attendez, vous êtes bien sûr que le texte ne porte pas uniquement, exclusivement sur des commentaires du Talmud, de la Bible, et en quel cas, je peux le lire, je peux même éventuellement le présenter, mais je ne suis pas sûr d'être peut-être le mieux habilité, ce n'est pas mon champ principal, comme l'a rappelé à juste titre Franklin. Et me dit non, vous pensez bien que si on a pensé à vous, c'est que en fait une grande partie de l'entretien porte sur l'impact d'Israël, puisque cet entretien a eu lieu en 1987, donc à la veille du 40e anniversaire, et que c'est dans cette optique-là qu'ils se sont rencontrés et en ont discuté. Bon, je dis pourquoi pas, très bien, je reçois donc le manuscrit. Là, je me rends compte que c'est pas un entretien qui a duré 1 heure ou 2, hein, ça s'est fait sur plusieurs journées, ça fait plus de 200 pages, etc. Bon, alors, première lecture un peu difficile, parce que c'était vraiment la transcription d'un texte oral, d'un entretien oral, donc avec toutes les lourdeurs, les redites, hein, quand on parle, on ajoute beaucoup de mots, quand on écrit, on est plus nerveux, on va plus à l'essentiel. Mais bon, je commence à lire, à regarder, etc. Et bon, je donne un accord de principe en disant très bien, je présenterai cela en octobre, et je l'ai fait d'ailleurs en octobre 2017. Et puis il se trouvait que, et je finis cette belle histoire, que je devais être à Paris 8 jours après, au mois de juin, donc prenant un avion des États-Unis pour Paris pour quelques jours. Et je me dis, là, je devrais profiter de ce petit voyage pour demander à Jean Moutapa, des éditions Albin Michel, qui s'occupe du secteur spiritualité, voilà, un rendez-vous, un déjeuner. Il m'invite à déjeuner, d'ailleurs, très gentiment. On le fait comme ça, une fois tous les 2 ou 3 ans. Mais je lui dis, voilà, j'ai même un projet à proposer. Donc, il m'invite et je lui dis, voilà, écoute, ce texte, je l'ai à peine découvert, hein, c'était vraiment 8 jours avant. Je l'ai parcouru et Jean Moutapa me dit, écoute, c'est très simple. On a publié André Chouraqui, on a publié les 2 volumes des textes de Léon Ashkenazi, tout ce qu'on a pu rassembler. Je crois que c'était Marcel Goldman qui l'avait fait. La parole et l'écrit, ça s'appelle. Et donc, en plus, on va dans le 70e anniversaire de l'État d'Israël et je dois dire, me dit-il, qu'on n'a pas retenu, on n'a rien reçu, en tout cas on n'a pas programmé quelque chose pour le 70e, ben voilà, ce serait formidable. On est en juin, si tu me donnes ton accord, si tu me confirmes que ça vaut le coup de le publier, ben je te suis et voilà. Et janvier 2018, j'ai fait d'abord un premier travail, comment dirais-je, à la fois de relecture et d'agencement, parce que encore une fois, voilà, il faut que ce soit plus, je disais tout à l'heure, plus nerveux, plus incisif, que ça fasse vraiment un entretien et non pas avec tout ce que l'oral génère et véhicule de redites, de redondances, etc. Donc janvier, je donne le manuscrit au point. Février, je donne mon introduction. Je voulais écrire, on en parlera tout à l'heure, un texte, non pas une préface de 4-5 pages, mais la Sophie également. Non, j'ai cité tous ceux que je connaissais et qui sont venus me voir. Donc, tu en fais partie. Et donc voilà, j'envoie ce texte-là et en avril-mai, il est paru.
Et alors je dois dire, et je ferme la parenthèse sur cette première introduction, que je veux dire, c'est une aventure éditoriale qui est allée très très vite. Je veux dire, juin 2017, on me l'envoyait par mail et avril 2018, il paraissait. Et c'est voilà. Et je dois dire que et les ayants droit de la famille de Léon Ashkenazi, qui bien sûr ont été avertis, et Annette Chouraki en était également très heureux. Et je dois dire, et là, je vais rentrer dans le vif du sujet, que j'ai bénéficié, et je le dis parce que ça ne va pas toujours de soi, je pense que c'est important de le dire clairement, j'ai bénéficié d'une liberté critique totale. Voilà. C'est pas évident, vous tombez sur un document d'archives qui est dans une bibliothèque, bon ben, vous en faites ce que vous voulez, vous n'avez pas... Là, j'avais quand même Annette Chouraki, j'avais... Yael Ashkenazi, de la famille de Léon Ashkenazi, sa belle-fille, et voilà, et je voulais, moi, en tant que mettant au point éditeur de l'entretien, pouvoir disposer d'une liberté critique totale sur la partie introductive. Sur le texte, j'ai respecté, je crois qu'il y a un seul passage où j'ai inverti, parce que j'ai estimé qu'il valait mieux commencer l'entretien sur un aspect biographique, comment ils se sont rencontrés en Algérie, etc., et qui venait un peu plus tard dans le deuxième entretien. Mais autrement, j'ai scrupuleusement respecté leurs termes, mais j'ai gardé une liberté totale. Et c'est important... je dis, ça ne va pas de soi parce que, et je le dis sans vouloir vexer personne, mais on va dire que de manière générale, tout ce qui s'écrit sur Léon Ashkenazi, tout ce qui s'écrit sur André Chouraki relève peu ou prou de l'exercice agéographique. Voilà, c'est-à-dire c'est... et c'est normal, je veux dire, moi aussi je travaille, enfin, je viendrai là-dessus tout à l'heure, mais je veux dire, ce sont des gens qui l'ont connu, en général, on est quand même quelques années seulement, une dizaine d'années seulement après leur disparition, et c'est donc normal que ce soit leurs disciples qui aient présenté leur œuvre, écrit des articles, voire des biographies, etc. Et j'entendais, moi, voilà, prendre une certaine distance, et je dirais alors... Pour le coup, ce qui a été pour moi une aventure intellectuelle, pas simplement une aventure éditoriale qui s'est faite rapidement, comme je viens de vous le dire, mais une aventure intellectuelle passionnante, c'est que, effectivement, je reprends le « Que diable allait Suez dans cette galère ?» Denis Charbit, Léon Ashkenazi, c'est pas le même bord. Politiquement, c'est des différents, comment dirais-je, très profonds, très sévères, qui le restent, en dépit de sa disparition, en tout cas de son héritage. Sur le judaïsme, moi, je n'ai pas fait tchouva, donc je ne suis pas dans cette disposition-là spirituelle, même si, bien sûr, et ça, Franklin l'a dit justement, ça m'intéresse au plus haut point, et pas simplement d'ailleurs pour la dimension politique, mais en tant que telle, en tant que renouveau, renaissance du judaïsme, que les deux ont opéré. Et donc, je dirais que pour moi, ça a été une expérience intellectuelle très intéressante, très riche, parce que si je regarde un petit peu voilà, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est vrai que, alors quand il s'agit de penseurs, de personnes, d'écrivains, c'est vrai qu'en général, j'ai été, moi, personnellement, plutôt porté à travailler sur des gens avec qui j'étais en sympathie intellectuelle. Je donne un exemple récent. Shlomo Malka a dirigé, a publié il y a 2-3 mois, enfin en septembre dernier, un dictionnaire Peggy, avec une dizaine de spécialistes, et il m'a demandé d'écrire le texte sur Peggy et le judaïsme. Voilà, c'est exactement ce que j'aime faire, c'est-à-dire j'aime Peggy, j'aime son œuvre, je sais ce qu'il a dit du judaïsme, etc. Bon, voilà. En terrain pas conquis, séduit. Et là, pour la première fois, je me coltine avec deux autorités, deux grands penseurs. Alors, on va dire surtout ayant une distance plutôt affichée ou affirmée avec Léon Ashkenazi plutôt qu'avec André Chouraki, mais même aussi ayant quelques réserves. Enfin, encore une fois, je ne fais pas partie de leur turiféraire. Et
Et je dois dire que j'ai trouvé ça extrêmement riche, c'est-à-dire de se dire, mais finalement, pourquoi on a, nous, spécialistes, chercheurs, universitaires, intellectuels, pourquoi on a cette tendance, alors sauf ceux qui travaillent sur les adversaires, hein, je sais pas, les biographes d'Hitler, oui, bien sûr, ils n'ont pas de sympathie pour Hitler, mais voilà pourquoi, dans ce domaine de la pensée en tout cas, c'est toujours ceux qui sont dans ce climat-là qui travaillent sur eux. Et je dois dire que donc c'était passionnant de me plonger dans cet entretien. Et pourquoi? Parce que j'y ai compris des choses que je m'étais toujours... Enfin, je me suis posé des questions, mais auxquelles je n'avais pas répondu parce que justement, je n'avais pas travaillé sur eux, et qui m'ont permis de comprendre et de me dire, ben voilà, maintenant j'ai compris. Et je vous donne tout de suite un exemple, je rentre là maintenant dans le vif du sujet, et je ne vais pas que aborder la question politique, rassurez-vous, mais c'est vrai que je me disais toujours de manière un peu confuse, hein, sans travailler vraiment, sans chercher véritablement à apporter une réponse, mais j'avais toujours eu cette idée-là, et donc depuis les années 90, ou milieu des années 80, quand j'ai connu Léon Ashkenazi, j'avais toujours cette idée-là que, bah, certes, il avait eu un rôle essentiel dans la, allez, on va dire, dans la conversion du judaïsme francophone au Grand Israël, pour aller vite, pour dire les choses directement, et en même temps, je m'étais toujours rendu compte qu'il n'était pas le plus fanatique. C'est-à-dire que, certes, ses positions étaient affichées et arrêtées, mais que c'était pas... il ne convoquait pas, dans sa justification du Grand Israël, des argumentations qu'on peut retrouver chez ses disciples ou chez d'autres leaders, francophones ou non, qui justifient cette option politique. Eh bien, donc, voilà la question que je me posais. C'est-à-dire, voilà, dans ma tête, Léon Ashkenazi avait un pied là-dedans, il avait, encore une fois, converti ce judaïsme francophone à cette idée-là, mais la manière dont il le faisait n'était pas vulgaire, voilà. Mais je ne m'étais jamais, comment dirais-je, je n'ai jamais allé au point d'essayer de comprendre, mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique qu'il y soit allé, mais avec une certaine retenue? Eh bien, en lisant l'entretien, je l'ai compris, je l'ai découvert. Et ça fait partie, je vous mets un petit peu dans les coulisses de notre travail, ça a été un grand bonheur. Un grand bonheur de dire, ben voilà, maintenant, j'ai la réponse à ma question. Et je vais vous la donner, puisqu'elle figure dans l'entretien. Léon Ashkenazi, dont je dois dire d'ailleurs que, même si c'est un entretien, c'est un entretien à armes égales, mais ce n'est pas un entretien symétrique sur le plan du volume. C'est-à-dire qu'on voit bien que Léon Ashkenazi guide l'entretien. André Chouraqui réagit, répond, parfois quelques monologues, mais on voit bien que c'est Léon Ashkenazi qui entraîne l'entretien, et d'ailleurs même en termes de signes, hein, j'avais même fait, maintenant on peut le faire avec les instruments informatiques pour voir, et on voyait bien que, en gros, 60% du texte, c'était du texte d'Ashkenazi, et 40%, voire 35-40%, c'était d'André Chouraqui. Donc, la part d'André Chouraqui est un peu, je dirais pas secondaire, pas du tout, mais elle est peut-être seconde. Voilà. Et donc, je vous livre donc la chose. Léon Ashkenazi dit, dans l'entretien, et je l'ai placé d'ailleurs après l'aspect biographique assez vite, parce que ça éclaire tout le reste. Il dit ceci, il dit le retour à Sion, puisque, encore une fois, la problématique de l'entretien, ils évoquent tout, hein, on va y venir, dialogue judéo-chrétien, dialogue judéo-musulman, dialogue avec les Arabes, le rapport à la diaspora, la société israélienne, la Shoah, ils passent tout en revue. Okay. Et donc, à propos d'Israël, du retour donc, du peuple juif sur sa terre, Léon Ashkenazi dit, attention, c'est pas le premier, c'est le troisième. Il y a eu la sortie d'Égypte,
il y a eu donc l'entrée en terre promise, il y a eu le retour de Babylone, et là, c'est le retour de Rome. Bon, parce que là, rien de révolutionnaire, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on le dit. Et il ajoute, alors sous forme un petit peu de postulat ou presque d'axiome, il dit voilà, tous les retours du peuple juif sur sa terre, donc sortie d'Égypte, retour de Babylone et retour de Rome, ont toujours suscité inévitablement des tensions à l'intérieur du peuple juif, ou des frictions, ou des querelles à l'intérieur du peuple juif, et des tensions avec les peuples voisins. Et là, j'ai dit, ben voilà, j'ai tout compris. C'est-à-dire que, en gros, les Palestiniens d'aujourd'hui, ben c'est comme les Cananéens et les Jébuséens de l'époque. C'est-à-dire, ils jouent leur rôle. Les orthodoxes qui s'opposent au sionisme, eh ben c'est comme ceux qui ont rejeté au moment de l'étape de la loi. Qu'importe les analogies, il les fait, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où Léon Ashkenazi replace le troisième retour dans une analogie avec les deux autres, du coup, moi, ça me permettait de comprendre pourquoi il considérait, je dirais, les Arabes, les musulmans, les Palestiniens, sans animosité particulière. Et je voudrais donner un exemple concret. Il n'a pas besoin, vous lirez, ceux qui le liront, les pages sur le dialogue judéo-musulman. Il n'a pas besoin de mobiliser l'antisémitisme qu'il y a dans le Coran, le pacte d'Omar, la taquilla, tout ce qu'on entend aujourd'hui. Alors c'est vrai, ça date de 87, c'est pas après 2001. On est dans une autre... Pourtant, c'est quand même, je le dis, hein, c'est quand même 8 ans après la révolution communiste, mais voilà, on n'a pas encore pris la mesure de ce qui s'est passé, et du coup, ils vont avoir, et l'un et l'autre, des mots, mais aujourd'hui, ils passeraient pour des gauchistes, sur la symbiose entre l'islam et le judaïsme. Ils disent bien sûr que là, le retour, la création d'Israël a suscité des frictions qu'il n'y avait pas auparavant. Mais ils reprennent à leur compte, je ne vais pas dire une histoire à l'eau de rose, n'exagérons rien, mais quelque chose, je dirais, une parenté spirituelle. Il dit on a beaucoup plus, théologiquement parlant, de problèmes avec le christianisme au niveau de l'unité de Dieu qu'on en a avec l'islam. Le christianisme, la Trinité, là, pas très clair, dit Léon Ashkenazi. Avec l'islam, il n'y en a pas. Et de manière générale, la coexistence s'est faite. Bon. Et donc, et c'est là où c'est intéressant, il n'a pas ce regard comme ça féroce qu'on pourra trouver aujourd'hui de nos jours, ou qui laisse pas de place à quoi que ce soit, qui postule une sorte de déni héréditaire, mais parce que pour lui, on est dans un retour, et je dirais, les Arabes ou les Palestiniens, on ne les appelle pas encore les Palestiniens, en tout cas eux ne les appellent pas les Palestiniens en 87. Le seul regret, si je puis rétrospectif, c'est que le dialogue a eu lieu en juin, juillet et août 87, alors que s'il avait eu lieu en décembre, janvier 88, donc après le déclenchement de la première intifada, il est possible qu'ils auraient dit quelque chose là-dessus. Bon. En même temps, c'est pas un entretien politique, hein. Mais en tout cas, je finis ici cette première idée. Finalement, oui, les Arabes s'opposent au retour d'Israël, mais c'est normal. C'est normal. On a eu la même chose du temps des Jébuséens, des Cananéens, etc. Pour le deuxième, le retour de Babylone, c'est pas très clair qui était, mais qu'importe, même si la thèse historique n'est pas solide. Mais ce qui est important, c'est la perception qui consiste à dire bon, bien sûr, c'est nos ennemis, nos adversaires. On va pas les laisser faire. On va bien sûr faire on va bien sûr réaliser notre vocation, mais finalement. Ils sont instrumentaux, ils ont une fonction, ils jouent cette fonction, et donc on n'a pas besoin d'en rajouter. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est dans une quelconque perspective, aussi peut-être à très long terme de réconciliation, mais en tout cas, elle n'est pas indispensable pour le temps présent.
Donc voilà un des aspects qui, pour moi, a été extraordinaire. Bon. J'ajouterais également que les deux, et c'est ça qui est intéressant, se réclament du messianisme. C'est-à-dire que, rompant avec la tradition de Reines, enfin, des premiers rabbins du sionisme religieux, qui disaient, je le rappelle très vite, nous soutenons le sionisme parce que toute œuvre philanthropique collective ne peut que susciter notre approbation. Mais nous n'y voyons aucune dimension messianique de quelque nature que ce soit. C'était l'époque de Reines. Jusqu'à ce qu'advienne le Rav Kook, qui lui, au contraire, va établir qu'il y a un projet providentiel là-dedans, enfin dans cette affaire. Et c'est parce que c'est un projet providentiel que ce sont les mécréants et les laïcs parmi les juifs qui ont pris ça en main, parce que c'était un moyen, par ce biais-là, de se rattacher à cette racine-là, même si, d'une certaine manière, ces sionistes-là laïcs ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ben oui, c'est un peu ça. Ils ne savent pas qu'ils sont dans un projet qui les dépasse. Et bien entendu qu'à partir des années 70, avec le fils de Avraham Yitzhak Cohen Kook, Tzvi Yehuda Cohen Kook, ceci va prendre une dimension supplémentaire avec cette idée que, en gros, les élites travaillistes sont fatiguées. C'est pas elles qui vont prendre sur elles la responsabilité d'établir une population juive en Judée-Samarie, et donc c'est notre affaire, et ça va être la grande affaire, la grande épopée du sionisme religieux, avec succès. Je veux dire, quel que soit ce qu'on peut en penser, ils ont réussi. Mais ce qui est intéressant, donc les deux partent de cette perspective messianique, et c'est là où le fait que c'est un entretien, et je le dis très clairement, c'est pas un duel, c'est un duo. C'est-à-dire qu'ils ont des désaccords, mais ils sont nuancés, ils sont amenés avec beaucoup de, comment dirais-je, de douceur et de sérénité. Mais en même temps, on peut le discerner, notamment sur la question du messianisme. Car pour André Chouraki, par exemple, ce projet messianique ne peut se réaliser sans une réconciliation préalable avec Ismaël. Il dit, ça peut pas, tant qu'il n'y a pas cette réconciliation-là avec Ismaël, dont il ne nous dit pas très clairement, c'est un peu le... C'est pour ça que je dis, c'est pas, ce que j'ai écrit n'est pas hagiographique. Je dis, il ne nous précise pas comment on va y advenir. Mais en même temps, ce sont des penseurs, ce ne sont pas des diplomates ou des hommes politiques. Mais néanmoins, il pose comme condition, il ne peut pas y avoir de projet défini comme messianique s'il n'y a pas cette réconciliation entre Isaac et Ismaël. Là où, pour Léon Ashkenazi, ce n'est pas une condition sine qua non. Parce que, encore une fois, on est dans la perspective, les Cananéens, les Jébuséens, etc., s'ils sont de trop, ils sont de trop, et on verra comment. Mais il n'y a pas de... On sent bien que, bien sûr qu'il reste fidèle au Rav Kook avec cette idée que, peut-être dans la fin des temps, il y aura quelque chose à cet ordre-là, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel il s'apesante. Et de ce point de vue-là, j'identifie la nuance, mais qui est capitale, me semble-t-il, entre le messianisme tel que Chouraki le conçoit, précisément parce qu'il intègre la réconciliation avec Ismaël, et le messianisme tel que Léon Ashkenazi le conçoit, et qui me paraît être de l'ordre d'un messianisme révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est-à-dire celui qui, en gros, je le dis, et ça fait partie, quand je vous ai parlé de cette liberté dont j'ai pu bénéficier, je vous en donne un exemple concret, puisque je dis dans cette introduction, à propos du messianisme de Léon Ashkenazi, que peut bien valoir le titre de propriété d'un Palestinien sur sa terre s'il en relève du messianisme. C'est-à-dire que, oui, si on est dans un projet messianique, le titre de propriété du Palestinien, il passe à l'as. Enfin, je veux dire, il est secondaire, il est marginal, il n'a aucun intérêt. Donc, c'est-à-dire, on est là dans cette, dans ce
développement ou dans cette étape révolutionnaire où il y a des choses qui ne font pas le poids. Comme dans la logique révolutionnaire, la propriété privée ou autre chose ne faisait pas le poids parce qu'il en allait de la révolution. J'ajouterais également que, et ça aussi c'était pour moi une... Alors j'allais dire, quand je vais le dire, vous allez dire c'est banal, etc. Mais il faut le lire pour comprendre à ce moment-là quelque chose. J'ai toujours trouvé, encore une fois, je pars du lieu où je suis. J'ai toujours trouvé Léon Ashkenazi et André Chouraqui, comment dirais-je, extrêmement... Enfin, peu capable, pour pas dire incapable, d'émettre une critique, quelle qu'elle soit, sur l'État d'Israël. Je veux dire, ils sont dans un... par rapport à une perspective critique, Max Weber appelait ça le désenchantement du monde, eux, ils peuvent pas. Ça les dépasse. Eh bien, là aussi, à un moment, c'est Chouraqui qui dit très clairement, la conjonction entre la catastrophe du génocide et la création de l'État d'Israël, ayant vécu ce moment-là, et il faut savoir qu'à la fin de la guerre, je travaillais il y a quelques jours encore sur un article sur la présence d'André Chouraqui au Chambon-sur-Lignon, et de retour à Paris, il fait une crise lorsqu'il apprend l'ampleur de la catastrophe, une crise qui le conduit dans un hôpital, avec soins d'ordre psychiatrique, pour un temps. Donc, c'est dire comme ça la pesait. Et la création de l'État d'Israël, à ce moment-là, ou presque, 45, 46, 47, 48, ça y est, l'État d'Israël est créé, va avoir pour Chouraqui, et Ashkenazi un peu plus tard, mais néanmoins, quelque chose, cette conjonction-là. Alors, vous voyez là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous dites Shoah et Israël, ah non, surtout pas, ça n'a rien à voir, on ne peut pas. Au nom du fait que les Palestiniens disent, ah oui, on en a payé le prix, etc. Donc du coup, on s'interdit. Mais eux, ils l'assument complètement. Ils assument complètement et disent au contraire, par rapport à la question où était Dieu, on peut poser tout autant la question où était l'homme. Attention, les deux questions sont aussi importantes que l'autre. Mais par rapport à cette question où était Dieu, la création de l'État d'Israël, elle vient atténuer le malaise, le questionnement. Pourquoi? Parce que, ça c'est Chouraqui et Ashkenazi dans cet entretien, dans cette partie d'entretien sur la Shoah et Israël, ils disent tous les deux. Israël, dans la Bible, Dieu doit se souvenir de son alliance après une catastrophe. Voilà, c'est exactement ça. Il n'intervient pas au moment de la catastrophe. Titus, Dieu, il n'est pas venu, mais il intervient après. Eh bien, là, dans cette juxtaposition, cette conjonction chronologique, 42 solutions finales jusqu'à 45 et 45-48, il dit, voilà, Dieu se souvient de son alliance. Et donc, du coup, même si la question peut être posée, on est ici dans l'Institut Elie Wiesel, voilà, un écrivain et un penseur qui n'a cessé de se poser cette question-là, pour Chouraqui et pour Ashkenazi, la réponse est trouvée. Elle atténue en tout cas la gravité de la question. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est la grosse question qui a toujours hanté les penseurs religieux. Alors, bien sûr, il le fait également, et on connaît, vous avez certainement lu là-dessus, bien sûr qu'il récuse violemment la thèse des Neturei Karta, des Satmar. C'est le sionisme qui a conduit à la Shoah. Bien entendu que ça, il le récuse totalement.
Mais justement, il inverse son rapport en disant non, Dieu et les Juifs, attention, il n'exonère pas le rôle des Juifs dans le fait d'avoir précipité et hâté la création de cet État. C'est pas qu'il efface, il dit non, c'est que l'affaire de Dieu. Mais voilà. Et l'un et les autres jouent ici un rôle capital. Alors, je reviens sur cette idée de l'incapacité, mais je dirais, alors, c'est là où c'est intéressant pour moi d'avoir travaillé là-dessus, c'est touchant, c'est émouvant. Quand vous le lisez dans le texte, qu'il confesse être incapable de critiquer Israël. Ah, c'est pas effectivement le regard de celui qui est né dans les années 60, 70, 80, qui n'a pas été contemporain de la Shoah, et qui naît dans cette société, qui en est un autochtone, un sabra comme on dit, et qui dit ouais, ça va pas, ça fonctionne pas, ça c'est pas bien, ça c'est pas, etc., et qui est étranger à cette innocence. Mais moi, ça m'a rendu cette dimension volontairement non critique. Je veux dire, elle a suscité en moi énormément de... j'en ai été touché, j'en ai été ému. Je suis incapable de partager ce point de vue-là pour d'autres raisons, mais il y a quelque chose... Quand c'est expliqué comme ils le font, dans cette convergence-là où ils disent... non, quand on a vécu cela, quand on a vécu l'un et qu'on a vécu l'autre ensuite, mais... et alors, du coup, je donne un exemple. Les difficultés entre séfarades et ashkénazes, qui étaient quand même beaucoup prégnantes dans les années 60, 70, 80. Je vous rappelle qu'André Chouraqui a été le conseiller de Ben Gurion pour l'intégration des Juifs d'Afrique du Nord. Donc, je veux dire, le problème, il le connaissait. Et vous ne trouverez aucune phrase pour dire la politique sociale devrait être révisée, ce sont toujours les mêmes, les élites, laïques. Qu'importe le discours, un discours un tant soit peu critique ou radical. Non. Comment Léon Ashkenazi résout le problème? Je vous dis, c'est touchant. Même si ça a certainement aussi une part de vérité, mais ça ne peut pas, en tout cas pour moi, résumer la cause de ce problème social, de ces disparités sociales. Il dit, non, le problème, c'est que chacun vient d'une autre diaspora. Donc, c'est pas le juif en eux qui fait le problème, c'est le fait que l'un il est polonais, l'autre il est marocain, l'autre il est ceci, etc. Donc, c'est ce qui reste encore en eux de diaspora. Waouh, on regarde ça, on dit, waouh, comme c'est beau. Il y a un côté baguette magique, voilà, il sort le lapin du chapeau, quoi, voilà. Bon, voilà. Alors, il y a certainement du vrai là-dedans, je veux dire, c'est pas, bien sûr, chacun vient avec sa mentalité, etc. Bon. Là où j'aborde comme ça quelques-uns des sujets. D'ailleurs, il faut que je vois la montre et voir comment. On a commencé à 7h30, 7h40. D'accord. Donc, on a encore un petit quart d'heure, 20 minutes, et puis après, je répondrai volontiers à vos questions. Il y a un autre sujet qui les aborde et qui est intéressant, c'est la diaspora. Le rapport à la diaspora. Et là aussi, on voit la nuance. Et encore une fois, je vous le dis, c'est jamais polémique. C'est pas non, je suis pas d'accord et je vois pas du tout les choses comme toi. Mais là où Chouraqui s'accroche quand même fermement à l'image d'un rapport diaspora-Israël comme du rapport d'un père à son fils. C'est-à-dire, en gros, le projet sioniste est un projet diasporique. C'est vrai, historiquement, c'est vrai. C'est pas les communautés séfarades ou ashkénazes qui vivaient dans les murs de Jérusalem ou en dehors qui ont initié ce mouvement-là. Ils l'ont ou rejeté ou s'y sont intégrés, peu ou prou. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un projet qui naît en Europe. Et donc, de ce point de vue-là, Chouraqui valorise la diaspora. En revanche, Léon Ashkenazi, lui, conçoit plutôt les rapports entre Israël et diaspora comme un rapport d'un moyen et d'une fin. C'est-à-dire que
à un moment ou à un autre, le fils doit tuer le père. Voilà, pour reprendre l'image d'André Chouraqui. C'est-à-dire que la diaspora, elle ne doit pas survivre. Elle n'a plus rien à faire. Et il analyse toutes les tensions, il dit, voilà, ces tensions, ça fait partie du retour. Il n'y a pas de retour qui se passe facilement, y compris entre les Juifs. Mais là-dessus, il est beaucoup plus ferme. Et, alors, ce que j'ai ici souligné, c'est à quel point il est difficile pour Léon Ashkenazi de concevoir une diaspora qui se maintiendrait. C'est pas possible, c'est pas concevable. Elle doit à terme retourner au bercail. Et le fait est qu'il ne parle pas, il n'évoque pas, par exemple, le judaïsme américain, qui est à cette époque-là même encore plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, mais ça ne rentre pas dans ses calculs. De la même manière, et là aussi il y a quelque chose d'assez troublant, étonnant, surprenant, c'est que l'un et l'autre sont incapables d'assumer l'existence de juifs laïcs. C'est pas possible. Ça, c'est une notion occidentale. Il n'y a pas de juifs laïcs. Il n'y a pas de juifs catholiques. Voilà, c'est le Tinoch chez Nishbar, c'est le bébé qui est tombé en otage. Alors, qu'ils souhaitent la conversion de tous, très bien, mais qu'il n'y ait à aucun moment qu'ils aient une sorte de difficulté à l'admettre, c'est assez surprenant. Et c'est d'autant plus surprenant, et ça aussi je le note avec un peu de regard critique, c'est que et l'un et l'autre n'ont jamais cessé, dans des entretiens, dans des interviews, dans des articles, dans des conférences, de rendre hommage, de signaler, de distinguer l'importance qu'a été pour eux la République, lorsqu'ils ont vécu en France. La République. Et qui dit République, dit séparation des églises et de l'État. Or, Léon Ashkenazi, et je dirais également André Chouraqui, quels acteurs autres qu'eux peuvent témoigner que la séparation institutionnelle des églises et de l'État n'empêche absolument pas une renaissance religieuse à l'intérieur de la communauté. Je veux dire, ils peuvent dire, voilà, nous on a connu institutionnellement une séparation, et la preuve que cette séparation, elle n'est pas, comment dirais-je, je veux dire, bien sûr qu'elle tend à une sécularisation, on voit bien quel est le projet, mais de fait, historiquement, regardez l'histoire du judaïsme français après 1945, ça n'a pas empêché du tout, loin de là, je ne sais pas si ça a encouragé, mais en tout cas, ça n'a pas empêché ce retour, cette tchouva de la communauté juive en France. Or, cet éloge qu'ils décernent à la France, ils le disent dans le texte, vous verrez, la République, la France, ce lieu, etc. Enfin, ils sont vraiment très élogieux. Eh ben, il n'en reste rien quand il s'agit de discuter du théologico-politique en Israël. Ils ne vont pas dire « Ah ben, on a appris qu'il y avait un système très intéressant qui ne nous a pas empêchés de... etc. » Non. Là, c'est clair que la République et la laïcité étaient très bien pour les Juifs parce qu'ils étaient une religion minoritaire et que dans ce contexte-là, il valait mieux que la République se dise neutre plutôt qu'elle ne se dise chrétienne et catholique. Et donc, cet éloge-là, dont je ne mets absolument pas en cause la réalité, je dirais, c'est pas fin, c'est pas... Mais il n'en reste rien lorsqu'ils abordent la question de la gestion du religieux en Israël. Alors, attention,
Il critique les partis religieux. Il dit ces partis religieux, ça dénature tout, etc. Donc de ce point de vue-là, on entend quelques échos de cette idée-là que des partis politiques, il ferait mieux de ne pas être religieux. Mais quand il pose la question comment doit-on gérer, comment l'État doit-il gérer tout cela, on n'est pas dans la séparation. Alors, on est dans une certaine séparation parce qu'il distingue bien la royauté de la Kéouna, de la Névoie, de la prophétie. Donc, de ce point de vue-là, on trouve quelques éléments. Mais on ne trouve pas une affirmation. Enfin, voilà, en gros, il n'importe pas l'idée. Alors, très bien, ils ont le droit. Hein, là, je leur fais pas le reproche, mais je note cette contradiction. Un mot sur le dialogue judéo-chrétien, qui a été important pour l'un et pour l'autre, mais là aussi, pas de la même manière. J'emploie, je dis à propos d'ailleurs de Léon Ashkenazi et d'André Chouraki, là aussi c'était un peu comme ça, je dis, bah, tiens voilà, bah, j'y avais pas pensé, mais en fait, ce sont les 2 premiers noms du judaïsme algérien à devenir illustres. Après, il y en aura beaucoup d'autres, et même d'Afrique du Nord, si on élargit, mais les 2 premiers, ce sont eux. Avant eux, je ne dis pas que ça n'a peut-être été des personnalités extraordinaires et des sommités rabbiniques qui ont laissé, mais qui n'ont eu aucun écho, peut-être à tort, mais qui n'ont pas eu d'écho de postérité, là où et Chouraki et Ashkenazi ont été les premiers en termes de chronologie. Après, il y en a d'autres, hein. Derrida, vous en citez beaucoup, des historiens, des penseurs, nés en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie. Mais les 2 premiers, c'est André Chouraki et Léon Ashkenazi. Et à propos, je vais venir au dialogue judo-chrétien, j'ai conçu cette image en disant, bah, je suis politologue, donc c'est un peu mon vocabulaire habituel, je dis Léon Ashkenazi a été le ministre de l'Intérieur du judaïsme français, là où André Chouraki en a été le ministre des Relations extérieures. Voilà. C'est-à-dire qu'André Chouraki avait cette vocation, même s'il a travaillé pour l'Alliance, etc., mais il a eu surtout cette vocation de travailler avec les élites intellectuelles, religieuses, confessionnelles, chrétiennes et musulmanes, là où, Léon Ashkenazi s'est plutôt préoccupé de rénover ce judaïsme avec l'école d'Orsay, ensuite le QEJ, le DUEJ, le Maïanot, et tant d'autres institutions qu'il a. Et sur le dialogue judéo-chrétien, là aussi, on peut sentir la différence de ton. Je dirais peut-être que c'est même sur ce sujet-là que leur opposition est la plus accusée, même si c'est toujours fait avec beaucoup de nuances. Pourquoi ? Parce que pour André Chouraki, alors on est en 87, c'est 1 an après la fameuse visite du pape Jean-Paul II à la synagogue de Rome chez le rabbin Toaf, qui avait été considéré la première fois qu'un pape fait la promenade pour aller voir la synagogue. Il faut le dire, André Chouraki a accompagné ce dialogue-là depuis 1946, depuis Sélisberg. Il est à l'origine, dans le siège de Jules Isaac, qu'il avait d'ailleurs rencontré au Chambon-sur-Lignon, du dialogue des amitiés judéo-chrétiennes de France et des amitiés judéo-chrétiennes en général. Il suit Nostra Aetate avec intérêt, etc. Et donc, pour lui, il y a une véritable révolution copernicienne dans les rapports entre judaïsme et christianisme. Léon Ashkenazi est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus tendu, beaucoup plus parcimonieux dans l'appréciation de ce qui s'est passé de 65 à 87, puisque l'entretien est de 87, donc 22 ans. Et en gros, il dit non, il n'y a pas d'amitié judéo-chrétienne, puisque c'est l'expression d'André Chouraki. Il y a des amitiés entre juifs et chrétiens. Vous voyez, parfois c'est avec beaucoup d'humour.
Entre parenthèses, c'est oral, comme je vous l'ai dit, et j'ai veillé à garder des choses qui sont typiques, alors surtout dans de Léon Ashkenazi, notamment est-ce que c'est clair, etc. Donc, quand on le lit, on retrouvera des choses que j'ai laissées volontairement pour que, voilà, les gens qui l'ont écouté, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont eu, cet honneur, cette joie de l'entendre, voilà, d'entendre un petit peu le son de sa voix, en quelque sorte. Donc là-dessus, il est très, très dit, non, il y a des amitiés sincères, réelles, profondes, entre des chrétiens et des juifs, mais il ne voit pas, il ne s'emballe pas, voilà, il ne s'emballe pas comme s'emballe. Et je dirais, et là aussi j'ai utilisé cette métaphore-là, sur le dialogue judéo-chrétien, c'est Hillel et Shammai. Voilà. Chouraki, c'est Hillel, c'est allez, on y va, etc. Là où Tseoulman va-t-on étudier, etc. Donc le côté très exigeant et très sévère. Et c'est là où c'est intéressant aussi, et c'est d'autant plus intéressant c'est toujours très nuancé, hein. Encore une fois, c'est pas une polémique. Ça aurait pu être une polémique, mais ça ne l'est pas, parce que André Chouraki a beaucoup de déférence pour lui, et que d'une certaine manière, ils ont eu des cheminements parallèles. Mais sans que leur chemin ne se rencontre réellement, même si ils ont tous fait le voyage d'Algérie en France, puis de France à Jérusalem. C'est vrai que Chouraki a précédé de 10 ans, il est arrivé en 58, et là où Léon Ashkenazi arrive en 68. Et on en arrive peut-être à un point qui me paraît également très intéressant. Les deux revendiquent l'universel. Les deux, ils font référence. Mais chacun y met des choses totalement différentes. À mon sens, hein, c'est mon interprétation. Alors, je le dis tout de suite, je n'ai pas voulu, à la fois faute de temps, et en même temps, pour ne pas alourdir le texte, je n'ai pas fait d'autres références qu'au texte lui-même. C'est-à-dire, je ne me suis fié qu'à l'entretien. Je renvoie à l'entretien. Je ne commence pas à dire « Ah, mais là, en 1964, il a dit ceci, en 1975, il a dit... » Non, je me tiens au texte de l'entretien pour discerner toutes ces nuances-là dont je vous fais part. Et sur l'universel, je dirais que pour André Chouraki, c'est un vrai dialogue des cultures. C'est une vraie... Alors, pas un écuménisme, on ne va pas faire un espéranto religieux. Non, chaque religion a sa vocation, chaque religion doit rester ce qu'elle est, etc. C'est très clair. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, là-dessus, ils se rejoignent très clairement. Mais ce qui obsède André Chouraki, c'est les parentés, c'est les filiations. Là où ça se ressemble. Regardez, vous faites comme ça, nous aussi on fait comme ça. Ah, vous vous rendez compte, vous avez craint, nous aussi on fait ça, etc. Donc il est porté par cette idée de la communion, en quelque sorte. La communion des saints, si vous voulez, ou des sages, plus exactement. Et donc, il les traite, toutes ces religions, et y compris toutes les sagesses, bouddhistes et autres, toutes les spiritualités, sur un pied d'égalité. Chez Léon Ashkenazi, alors quand tu vois, tout ce que je dis est contestable, critiquable, et encore une fois, je ne fais que rapporter à chaque fois à telle ou telle phrase dans le texte. Regardez ce qu'il dit là. Et il m'apparaît que l'universel chez Léon Ashkenazi, c'est, on a un auditoire universel. Tout le monde va nous écouter. Mitzion etc. C'est-à-dire, voilà, vous êtes tous là, toutes les salles, et maintenant vous allez nous entendre. Vous n'avez pas cessé pendant des milliers d'années de dire ce que vous pensiez du judaïsme, et bien maintenant, vous la fermez, et maintenant vous allez entendre ce que nous, on a à vous dire. Et vous devez vous en inspirer. Et ça se situe notamment à propos du dialogue judéo-chrétien par quelque chose qui est là aussi très bien dit. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est jamais fait dans une polémique qui vous dit « Ah, l'un est comme ceci ». Il faut vraiment regarder, être près du texte pour sentir les nuances entre les deux.
Mais en gros, si je prends encore une fois cette référence au christianisme, le Ashkenazi dit en gros, les chrétiens, vous ne pouvez pas vous penser sans les origines juives du christianisme. Nous, en revanche, on peut s'en passer, parce qu'on est antérieur. Et Chouraqui est beaucoup plus nuancé, et de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier, Chouraqui est aussi historien, il a fait de l'histoire. Je me suis amusé d'ailleurs dans le texte à dire, vous connaissez tous le surnom de Ashkenazi Manitou, et je dis oui, le Ashkenazi s'appelait Manitou, mais André Chouraqui maniait tout. Parce qu'il a fait de la traduction, de l'histoire, du droit, de la science politique, etc. Voilà. Et donc, André Chouraqui, sur cette question-là, il laisse quand même entendre que, oui, mais, ok, le judaïsme a précédé, mais il s'est développé parallèlement au christianisme. Je donne un exemple, quand on explique pourquoi dans la Haggadah on ne parle jamais de Moïse, l'explication notamment de Yuval, etc., plusieurs historiens, c'est de dire, ben oui, parce que comme dans le christianisme, on mettait en avant le prophète Jésus, ah ben nous, on va bien montrer qu'on est différent, et donc du coup, on ne va pas parler de Moïse. Donc ça veut bien dire que le judaïsme s'est inspiré, alors à contrario, mais il s'est inspiré du christianisme. C'est-à-dire, son développement ne peut pas être conçu en dehors de l'ère chrétienne et musulmane d'ailleurs, dans lequel il s'est développé. Donc vous voyez, les nuances. L'un dit, bien sûr, l'antériorité est indéniable. C'est la religion mère ou la religion sœur aînée. Mais il n'y a pas que l'antériorité qui compte. Après tout, le Talmud, il ne s'est pas créé avant le christianisme. Ça ne veut pas dire qu'il est inspiré par le christianisme, mais historiquement, ça s'est fait dans cette période-là. Et donc, André Chouraqui est beaucoup plus sensible à quelque chose dans lequel ça se... Et ce qui est particulièrement touchant, c'est que, notamment, il relève que la notion de fils de l'homme, qui va être le grand divorce entre christianisme et judaïsme, et fils de Dieu, il dit, c'est une mauvaise traduction. Parce que dans la Bible aussi, on a cette référence-là, et donc, voilà, il est toujours sensible à dire, voilà où ici on s'est finalement opposé, mais voilà, on peut soit revenir en arrière, soit décortiquer cette racine qui a expliqué l'hostilité, comme si, d'une certaine manière, pour André Chouraqui, cette hostilité-là, elle n'a pas lieu d'être, ou elle a lieu d'être résolue. Là où, pour l'Ashkenazi, les choses sont moins claires, c'est-à-dire, voilà, il y a des ensembles divergents, différents. Donc voilà un petit peu, je dirais, j'ai brassé une partie, pas tout, parce que le texte est beaucoup plus riche encore, avec beaucoup de thématiques que je n'ai pas ici évoquées. Mais je dirais, et je terminerai peut-être par là, et puis on fera des questions, on posera des questions. Moi, j'ai retrouvé la saveur et la valeur de l'entretien comme genre littéraire. Alors, d'abord, premièrement, parce que le genre de l'entretien offre une lisibilité, puisque c'est oral initialement, et que, effectivement, quand on s'exprime, on tend à mieux expliquer, à mieux élaborer, etc., qu'à l'écrit, où voilà, on est privé de l'interlocuteur. Et je dirais qu'il y a quelque chose de très riche dans cet entretien, puisque précisément, ce n'est pas cette confrontation, ce n'est pas le duel, c'est une pensée qui s'élabore par paliers, où chacun apporte une pierre à l'édifice, puis une autre, alors telle référence ou telle autre, etc. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très maïotique, hein, si je puis dire, d'une sorte d'accouchement, précisément parce que ils échangent et qu'à chaque fois, l'un apporte un complément à l'autre, jusqu'au moment où voilà, ils ont le sentiment qu'ils n'ont peut-être pas épuisé le sujet, mais que, voilà, qu'ils l'ont bien cerné. Je dirais également, et ça c'est très important,
comme ce sont deux penseurs, l'entretien ne date pas, ou presque. Allez, d'accord, il y a peut-être 2-3 allusions à l'Union soviétique. On est en 87, Gorbatchev, c'est tout juste, il a commencé, on n'est pas encore, c'est pas encore l'après. Mais c'est vrai que du coup, il y a une sorte d'élévation au-dessus des contingences. 1987, ils n'évoquent pas la guerre du Liban, ils n'évoquent pas le massacre de Sabra et Shatila. Je veux dire, ils sont vraiment au-dessus. Et donc, du coup, c'est quand même en 87, je vous dis, il y a cette référence à l'Union soviétique. Il y a quand même, c'est quand même après la paix avec l'Égypte, que André Chouraqui met en avant. Et mais là où je dirais quand même que ça date un peu, c'est sur l'analyse de la société israélienne. 1987, bien sûr, la Tchouba a commencé, le Boucher-Monim aussi, etc. On n'est pas dans cette, je dirais, cette imprégnation, cette visibilité du religieux que tout le monde constate aujourd'hui lorsqu'on se rend en Israël. Là, ils sont encore, oui, c'est encore très laïque et il y a encore, ils comprennent pas encore le sens, etc. Je pense que si aujourd'hui ils étaient là parmi nous en Israël, ils seraient peut-être plus satisfaits finalement, voilà, d'une évolution culturelle, je dirais plus exactement du fait que le judaïsme n'est plus une enclave. Le judaïsme a toujours été un peu pensé comme une enclave parce qu'il y avait le monde orthodoxe pour l'incarner. Là où aujourd'hui, il est beaucoup plus diffus, il est beaucoup plus, je veux dire, la binarité ou la polarisation qui existe au niveau politique, mais qui existe beaucoup moins au niveau sociétal. Ça, il le voit pas en 87, et à juste titre. Aujourd'hui, il le verrait et donc il modifierait un petit peu ce regard qu'il porte sur cette opposition entre laïque et religieux, là où elle est beaucoup moins prégnante aujourd'hui dans la société, à la fois parce que les religieux se modernisent, si je puis dire, hein, regardez les femmes qui demandent à étudier, ou monter à la Torah, etc. Et inversement, des juifs laïcs qui n'estiment plus devoir être une sorte de rempart au judaïsme, comme si c'était aux références, mais qui comprennent bien, conçoivent bien que c'est un élément fondamental de la société israélienne. Donc je pense qu'en tout cas, André Chouraqui aurait été plus satisfait, même si je pense qu'au niveau politique, il aurait regretté l'exacerbation des différences et des divisions telle qu'elle existe, et particulièrement dans la période qui va s'ouvrir bientôt. Voilà, je propose de m'arrêter là. Je vous remercie d'abord de votre attention, et voilà, c'est la parole est à vous. Oui. Concernant le rapport à la diaspora, il y a une très belle phrase certainement de Manitou que vous avez certainement lue, qui dit « Je suis juif, mes enfants sont israéliens et mes petits-enfants sont hébreux, et il faut qu'on se débarrasse de la grande diaspora. » Je trouvais cette phrase absolument extraordinaire. Concernant le fait qu'il ne critique pas Israël, on peut le comprendre, puisqu'il se met dans une situation messianique, et si dans le trajet on fait quelques bêtises, ben c'est pas très grave. Ceci étant dit, j'ai écouté quand même une fois Manitou qui disait il était pas très loin de disparaître. Il était vraiment très fatigué, très malade. Il avait dit je suis prêt à prendre les armes pour empêcher qu'on rentre au territoire. Ah oui. Manitou. Prendre les armes pour empêcher. Ok. Je vais répondre et puis après on fera. Voilà. Alors, oui, on connaît l'importance de cette dimension hébraïque. Et il en parle bien évidemment. Et Chouraqui le reprend pour lui dire mais l'hébreu, c'est le passeur. C'est-à-dire, c'est pas une sorte d'identité qui se débarrasse de cette gangue ou de quelque chose, etc. Il est plus sensible. Alors, attention,
Et ça aussi, c'est important. Pour André Chouraqui, l'hébreu, c'est d'abord la langue. Pour Léo Ashkenazi, c'est effectivement une sorte de nouvelle identité. C'est le nouvel homme juif, en quelque sorte. Et je pense que là, il y a une tension entre les deux. André Chouraqui tient beaucoup plus que Léo Ashkenazi à la notion d'Israël. Mais là, c'est à cause de l'importance du politique chez André Chouraqui, qui va moins peut-être de soi pour Léo Ashkenazi. Alors, sur le dernier Ashkenazi, tu m'invites, Maxime, à faire un aveu. J'ai pris à partie en 1995 dans un numéro des Nouveaux Cahiers, à l'époque la revue intellectuelle du judaïsme français qui était publiée par l'Alliance islamique universelle, dans le numéro spécial qui avait été publié après l'assassinat du Yitzhak Rabin par Yigal Amir. Et j'avais pris à partie Léon Ashkenazi qui avait parlé à propos du retrait potentiel d'Israël aux frontières de 67 ou rectifié. Il avait envoyé cette image qui n'avait pas la paternité, mais qui était l'image des frontières d'Auschwitz. Et j'avais tensé vertement Léon Ashkenazi en disant parler des frontières d'Auschwitz avant, c'est une chose. Après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, revenir sur cette thématique-là, c'est justifier l'assassinat. Parce que si c'est Auschwitz, alors on a le droit effectivement d'assassiner le Premier ministre. Donc c'est vrai que il y a eu une... mais attention, je l'ai dit tout à l'heure, je répète, je me suis interdit de faire référence à quoi que ce soit qui soit hors entretien. Donc j'ai pas raconté. Là je le raconte parce que vous m'y avez incité en disant l'avoir entendu dire, il faudrait prendre les armes, chose qu'en 2005, le judaïsme religieux n'a pas fait. Le judaïsme religieux, en 2005, a intimé l'ordre d'obéir à l'évacuation de la bande de Gaza et des implantations qui s'y trouvaient. Je pense, là on rentre un petit peu dans la politique, mais je le fais avec beaucoup de nuances, je pense que une des raisons pour lesquelles les Israéliens envoient régulièrement au pouvoir des hommes politiques qui ne veulent pas renouveler la négociation, je ne dis pas qu'ils ne veulent pas la paix, qui ne veulent pas renouveler la négociation, c'est, me semble-t-il, alors il y a bien sûr le chaos régional, il y a la division de nationalisme palestinien, attention, il y a beaucoup de facteurs, hein, il n'y a jamais une seule cause, mais je pense que c'est l'inquiétude ou l'angoisse d'une guerre civile. Car je crois aujourd'hui que compte tenu de l'enracinement de ces implantations dans le paysage local, ils ne laisseront pas faire. J'en suis convaincu. Et en tout cas, même si c'était faux, puisqu'en 2005, on a quand même la preuve que ce n'était pas le cas, ils entretiennent ce climat-là pour, je dirais, dissuader d'avoir au centre et à gauche des velléités de le faire. Donc, de ce point de vue-là, Ashkenazi a eu raison, enfin, je veux dire, même si ça t'a paru radical, mais il a exprimé quelque chose qui ne se dit pas publiquement, personne ne nous le dira, tel quel, comme je le dis. Mais c'est clair que s'il devait y avoir l'évacuation, même partielle d'ailleurs, ça ne se passerait pas aussi facilement. Ça ne passerait pas comme ça s'est passé finalement pacifiquement en 2005. Ce qui est étonnant, c'est qu'il fait référence aux frontières d'Auschwitz, alors qu'en fait, on aurait pu penser que c'est pour Jericho, c'est pour Hebron, c'est pour etc. Mais Auschwitz... Oui, c'est vrai que c'est l'argument sécuritaire qui, effectivement... alors que c'est ce que le sionisme religieux a appris à faire depuis, c'est-à-dire à dire ça, c'est l'argument de la droite du Likoud, nationaliste, là où c'est les
frontière de la promesse, Oui, là, on peut. la vocation universelle. Même si on n'est pas d'accord. Voilà, oui, non, bien sûr, moi là-dessus, je sais pas. Oui. Alors, vous écoutez, moi j'ai rencontré les deux brièvement, pour éléments d'interprétation personnelle. Vous avez parlé du fait que c'est une littérature hagiographique. Est-ce qu'on pourrait pas dire que Ashkenaz est un intégriste, tout simplement, parce qu'en France publique, Alors. la question est posée. Moi je pose la question. Non, ben, moi je vais vous dire non. Non, parce que s'il y a bien quelque chose qui a caractérisé et Léon Ashkenazi et André Chouraki, c'est cette idée si essentielle. Et c'est pour ça que cette histoire de diaspora israélien, hébreu, quelque part me gêne un petit peu. C'est qu'ils étaient vraiment dans la lignée de Samson Raphaël Hirsch, c'est-à-dire Torah Derech Eretz, c'est-à-dire il faut qu'on soit, qu'on sache qu'est-ce que c'est que la philosophie, qu'on connaisse l'anthropologie, je veux dire, ce n'est absolument pas parce que pour moi l'intégrisme c'est l'idée de on n'a plus rien à apprendre des autres. Voilà. Alors il y a peut-être quelque chose. On peut poser la question, mais aussi, j'ai dit ça parce qu'à entendre le dialogue, je retrouve Chouraki, son ouverture, son accueil, oui. le fait qu'il ne voulait pas, entrer en guerre avec l'autre. Mm-hmm. Il y a cet accueil, bien sûr. On voit bien qu'il prend beaucoup moins la parole, il accueille. Mm-hmm. Donc, mais je ne dirais pas que c'est un intégriste, c'est-à-dire parce qu'il est... il y avait trop de, comment dirais-je, de dimensions culturelles qui ont fait partie de son bagage, et je dirais même y compris l'humour. Y compris l'humour, qui est quand même... il y a une dimension tellement universelle. Ah oui, oui, alors, ça c'est clair que... Ah, en ce sens-là, oui, oui. Mais je veux dire, d'abord, moi, la notion intégrée est une notion chrétienne, donc c'est toujours un peu difficile de l'attribuer comme telle, comme fondamentaliste, qui est une notion protestante, et qu'on l'attribue à l'islam, etc. Donc c'est toujours un peu problématique, mais en fait, c'est une question que je me pose. Sur le plan de la continuité de sa vie, de son itinéraire, quelle place accordait-il, allez, on va dire dans les 20-30 dernières années de sa vie, à une lecture de sources qui ne seraient pas des sources bibliques et talmudiques? C'est une question qui mérite d'être posée. Je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas biographe de Léon Ashkenazi, certainement moins, mais je pense qu'il a quand même, eu le souci de, alors bien sûr, de dire comment le judaïsme peut penser le monde moderne. Mais ça suppose de vouloir connaître aussi le monde moderne et de ne pas le vouer aux gémonies. Et en ce sens, ça explique entre autres, c'est pas la seule raison, c'est bien sûr leur antisionisme, mais ça explique aussi son hostilité à l'orthodoxie. Il est très sévère dans le livre, comme il a été dans beaucoup de discours, etc. Il est intraitable là-dessus. Et je pense que c'est pas simplement à cause de leur antisionisme, mais également à cause de ce qu'il considère comme une fermeture intellectuelle qui n'était pas du tout son. Je veux dire, jamais il l'a revendiqué, en tout cas. Oui, Georges. Oui, merci. D'autre part, parce que tu exhumais une archive qui, d'une certaine manière, restitue aussi Un monde. qui sont un monde intellectuel, un monde spirituel et aussi deux personnalités. Tu le reconnais dans le propos. Oui. Si bien que si les différences qui apparaissent nettement dans cet entretien et qui soulignent régulièrement, tiennent aussi beaucoup à la nature des points de départ respectifs de chacun des deux. On pourrait dire que évidemment, le soupçon d'intégrisme ou de fondamentalisme, que ce sont des termes appropriés, est à l'exclure totalement, parce que, effectivement, la critique de l'orthodoxie est importante sur les circonstances. Et quand des raisons qui tiennent à une forme de messianisme
qui n'accepte pas du tout. D'autre part, très certainement aussi, à une forme de lecture des textes. Et ça, il prend toujours en défaut l'orthodoxie d'être passé à côté de la dimension présidentielle de leur dossier. Ouais. En disant que ça, c'est vraiment le point aveugle de l'orthodoxie, que ce soit Là-dessus. traditionnaliste ou pas. Et d'autre part, je faut quand même le rappeler, à renouveler les types vers le civique, notre lecture de la Torah, il a renouvelé. Il a renouvelé en disant cette horizon politique, cette horizon en tout cas d'historicité. C'est vrai. Alors il y a peut-être effectivement des points d'idéologisation dans ce propos qui apparaissent nettement dans ces leçons sur la Torah, notamment dans certains commentaires. Mais l'intégrisme, très certainement pas. Et effectivement, c'est un élève de Marcel Proust, quand même, dans une énorme ouverture à la diversité culturelle. Et ce qui nous semble marquer cette différence de l'autre côté, en culturel et finance, c'est que André Chouariki parle aussi d'un point de vue qui est son expérience politique aujourd'hui. Il a eu, comme tu l'as rappelé, à se confronter à la question politique au Moyen-Orient, donc avec des enjeux qui sont nationaux. Alors que pour Akhenazi, qui est un archéologue et un rabbin, le politique est un horizon spirituel. Et lorsqu'on n'est pas du tout à égalité de traitement. Tout à fait. Ce qui me paraît très important dans l'acte de choix intellectuel et culturel qui préside à la publication de cet entretien, c'est aussi, comme tu l'as indiqué, de conférer aujourd'hui à la notion d'entretien sa véritable valeur générique. Parce que nous avons là un véritable entretien philosophique qui a suffisamment d'organisation pour en effet ne pas vieillir, bien qu'il soit maintenant. Et oui, 35 ans. C'est très intéressant et c'est très exemplaire aussi parce que ça peut inspirer les débatteurs d'aujourd'hui plus de temps et d'importance que à la parole qualitative de l'autre. Tout à fait. Je souscris en tout cas à l'ensemble de ton propos et je récuse, je l'ai fait tout à l'heure, la notion d'intégrisme appliquée à Ashkenazi. Je suis d'accord avec cette asymétrie-là, c'est très clair entre les deux. C'est ce qui explique d'ailleurs certainement cette position, encore une fois, seconde, pas inférieure ou pas secondaire, mais d'André Chouariki par rapport au maître qu'est Ashkenazi pour lui. Mais je suis touché, ou en tout cas de notre convergence sur vraiment l'idée d'un entretien. Effectivement, on connaît les précédents, au 18e, Diderot et D'Alembert, etc., mais le Rameau, mais il y a vraiment ici, de ce point de vue-là, quelque chose qui est, à quelques exceptions près, nous permet de l'aborder comme s'il nous parlait maintenant. Et je trouve d'ailleurs, précisément à cause du temps, parce qu'ils ont vécu une autre situation politique, je trouve que ils introduisent de la nuance et du pluralisme et de l'espace de discussion qui manque un petit peu peut-être, tant on a plutôt tendance les uns les autres à ne parler qu'à l'intérieur de notre chapelle. Et de ce point de vue-là, c'est très enrichissant d'avoir cette hauteur de vue. Oui. Je voudrais savoir, si tu peux nous parler un petit peu de leur notoriété à chacun en Israël. Est-ce qu'elle existe Très bien. Dans quel milieu, quelles instruments ont-ils laissé? Est-ce que Chouariki a eu un moment, mais il a surtout, pour les Français, un rôle éminent au traducteur du texte, aussi bien de la Torah de toute la Bible que des textes chrétiens, et je rappelle également l'islam. J'aimerais savoir, pour Maniki, je ne sais pas, c'est un rabbin certainement parmi beaucoup d'autres, comment est-ce que tu évalues un petit peu leur existence dans le milieu culturel actuel d'Israël? Alors, très bonne question, très, très pertinente. De leur vivant, même s'ils ne l'ont pas avoué eux-mêmes, même s'ils ne l'ont pas dit publiquement, mais il y a toujours eu chez eux un petit peu le sentiment de ne pas être entendus ou assez écoutés, et ce qui explique que
en dépit de leur alia, et 58 et 68, ils ont finalement continué et poursuivi leur œuvre, surtout à l'extérieur. Alors, je dirais néanmoins, je ferai peut-être la distinction, Manitou a dirigé l'Institut Mahayanot, qui était donc un institut de conversion au judaïsme. Finalement, il est resté et l'un et l'autre, en dépit de l'incursion politique de Chouraqui et même âgé comme vice-maire de Jérusalem, auprès de Teddy Kollek. Ils n'ont pas percé. Alors c'est vrai qu'à un moment, on a pensé, mais ça a duré 48 heures, on a pensé demander à Chouraqui d'être candidat pour la présidence de l'État d'Israël, mais ça a duré 48 heures et c'est tout. Et je dirais ceci, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Ça a commencé dans les années 90 par la découverte en hébreu, grâce à Daniel Epstein, des œuvres de Lévinas. Et aujourd'hui, Lévinas est une référence que tout le monde connaît. Au point même que Eliezer Schwag, qui était un professeur, qui vit encore d'ailleurs, qui est très âgé, mais enfin, qui était un professeur de pensée juive à l'université hébraïque de Jérusalem, qui a publié 2 volumes sur l'histoire de la pensée juive. Dans le 2e volume, alors qu'il est paru dans les années 90, il s'excuse de ne pas consacrer un chapitre à Emmanuel Lévinas. Voilà. Il l'aurait publié 10 ans avant, Lévinas avait déjà son œuvre, il n'aurait même pas pensé le faire. Et donc depuis, cette œuvre-là est connue, répandue, et je dirais qu'il en va de même aujourd'hui, pas dans le même degré, mais le nom de Léon Ashkenazi aujourd'hui est beaucoup plus connu. Alors, bien sûr, essentiellement dans ce qu'on appelle le sionisme religieux, mais en tout cas, il y a aujourd'hui des publications en hébreu de commentaires, conférences, etc. de Léon Ashkenazi. Donc je pense que avec les années, cet écart-là entre l'aura dont il dispose en France commence à se résorber. Pour André Chouraqui, c'est beaucoup plus, beaucoup plus complexe, à la fois à cause du type de message qu'il a, qui est quand même moins, qui va moins de soi, on va dire, en Israël aujourd'hui. Et puis, mais je dirais, je ne désespère pas, et des questions d'ailleurs de faire traduire en hébreu. Alors oui, c'est vrai que son histoire des Juifs d'Afrique du Nord a été traduite en hébreu, et pendant des années, on va dire jusqu'aux années 80, c'était la seule référence historiographique qu'on avait sur les Juifs d'Afrique du Nord. Et pourtant, André Chouraqui n'était pas un chercheur historien au sens classique du terme, mais il avait été capable de faire la première synthèse. C'est un vulgarisateur de premier ordre, et je le dis avec éloge. Donc aujourd'hui, bien sûr, on peut encore s'y référer, mais voilà, c'est parce que c'est le premier à l'avoir fait. Mais aujourd'hui, l'historiographie des Juifs d'Afrique du Nord se fait en hébreu parfaitement, et c'est une école florissante. Mais je dirais que, à cause de son côté justement un peu touche-à-tout, il échappe un petit peu à toutes les cases, c'est-à-dire que, voilà, je vais dire ceci pour être, j'hésite un peu, mais la formule de l'essai, qui est un genre typiquement français, et dans lequel Chouraqui excellait, la lettre à un juif, la lettre à un ami arabe, la lettre à un ami chrétien, etc., c'est pas un genre qui a cette même dignité intellectuelle en Israël. En Israël, vous faites de la recherche, et alors vous allez faire un pinceau de 200, 300 pages pour défendre machin, etc. Ou vous allez écrire une opinion, dans les pages des quotidiens, mais voilà, il n'y a pas d'étape intermédiaire, et donc de ce point de vue-là, il est un petit peu, il tombe un peu par défaut. Alors,
on travaille, et il y a une association qui se voue à cela, mais je dirais que ça fait encore partie, je dirais, de cette méconnaissance de cet univers. Et je dirais, avec un petit peu de dépit peut-être, que quand il y a restauration ou rénovation de cette connaissance-là, ben, ça touche en général des figures rabbiniques, médiévales, Renaissance, etc. Et ça ne... Voilà, comme si on enfermait finalement voilà, dans des rabbins, des figures, des saints, machin, au lieu que ce soit des figures un peu intermédiaires. Mais il faut bien le dire, de ce point de vue-là, André Chouraqui est un peu inclassable. Et c'est pour ça, c'est comme ça que je l'explique en tout cas qu'il soit ignoré, parce que c'est tout ce que le judaïsme israélien est incapable de concevoir, c'est-à-dire quelqu'un qui, alors, il est croyant, mais il n'est pas pratiquant, mais mais le christianisme et le judaïsme, alors, non, nous on connaît pas ça, on est ou l'un ou l'autre, on est laïque, machin, etc. Et si on est juif religieux, alors le christianisme, c'est imbuvable et c'est encore maintenant, il faut encore leur en vouloir, un ressentiment éternel. Je le dis dans mon texte, un peu critique. Ils parlent de cet enseignement du mépris, etc. Ils n'ont pas un mot sur l'enseignement du mépris juif à l'égard du christianisme. Je veux dire, en Israël, hein, attention, je ne parle pas de la France. En France, je sais que Bernheim, Corsia, enfin, je veux dire, tout le monde est acteur de cette relation-là. Elle est entretenue. Je voyais quelqu'un du Collège des Bernardins qui était là, qui était en même temps, je crois, ici. En Israël, on est loin, 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 loin du compte. Et donc, la figure de Chouraqui... avec tout son rapport très particulier au christianisme, au protestantisme, etc. Enfin, dans sa biographie personnelle dans les années 30, hein, Yvonne Jean, sa première femme Colette, Chouraqui, ben, c'est pas mince. Hein, et ça, c'est trop complexe pour l'esprit israélien qui aime les catégorisations binaires, etc. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, ça change en Israël. Il ne peut pas voir les traductions géniales qu'il n'y a pas en français. Ah ben bien sûr. Ouais. Mais ça, là, oui. Là, mais ça, par définition, c'était plus français, oui, c'est vrai. De ce point de vue, ouais. Mais voilà, ouais, bah, ça fait part. Alors, je sais pas si j'ai jamais entendu le faire, mais ça fait part. C'est exactement ça que je pensais quand j'ai parlé de cet enseignement du mépris. Donc c'est vrai. Oui, non, c'est sûr que. Mais alors, c'est d'autant plus paradoxal quand même pour ce qui est de Manitou qu'il faut quand même dire que l'autorité rabbinique très écoutée en Israël dans le sionisme religieux, c'est quand même la figure du Rav Aviner, et qui est originaire de France, dont son accent ne peut pas, je veux dire, qui l'entend, c'est très bien, etc. Et donc, c'est précisément... Mais la situation a beaucoup changé, considérablement changé. Je veux dire, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une référence connue partout, mais la notion de Manitou, Yehuda Ashkenazi, puisqu'on l'appelle Yehuda Ashkenazi, non, il est connu et de plus en plus, quoi. Il n'y a pas cet anonymat-là, etc. Même chose, j'avais écrit une fois d'ailleurs un article là-dessus, mais il y a plus de 10 ans, sur André Neher aussi. Même chose, même sentiment comme ça, etc. Et là aussi, paradoxal, parce que c'est pas aussi tranché. Moi, j'aime bien mettre toujours un peu de nuance. Bar Ilan, dans les années 70-80, vous avez un apport français énorme. Benno Gross, Doversenberg, Ruth Reichelberg, Eliane Amad Olivier Valency. Donc il y a une vraie présence, tout le monde passe par là, pour ceux qui passent à Bar Ilan. Mais et pourtant, voilà, c'est donc beaucoup plus ambigu que ça. C'est pas ils étaient complètement fermés. Attendez, il y a Théo Dreyfus, il y avait il y avait Claude Vigée, professeur à Jérusalem. Non, il y a eu quand même un moment, mais ça n'a pas, ça n'a pas laissé trace. Mais il faut dire, là, je connais bien le milieu français, je connais bien là, on est très mauvais en commémoration et en souvenir. Je veux dire des penseurs, des gens qui ont réfléchi dans les 50, 60, 70. Ça y est, 50 ans après, on ne sait plus qui c'est. En France, on n'arrête pas. Je veux dire, des biographies d'un tel, d'un autre, etc. Enfin, ça, on devrait apprendre un peu mieux à cultiver l'histoire. Je dis même pas que la mémoire, hein, pas au sens simplement de la vénération.
mais l'histoire de ces penseurs, etc. Alors, là, maintenant, Amos Oz a disparu. Est-ce qu'on va l'oublier dans 20 ans? J'espère que non, mais j'en sais rien, parce que moi qui m'occupe d'histoire intellectuelle, et française et israélienne, je vois à quel point des noms qui étaient des autorités dans les années 50, 60, 70, 80, 40 ans après, on ne parle plus d'eux, on fait pas de... Si à l'université, vous aurez quelqu'un qui va faire une recherche, un tel sur Baruch Kurzweil, etc., mais voilà, mais ça ne, il y a quelque chose de très, comment dirais-je, hop, c'est passé, c'est terminé, on n'en parle plus. C'était bon pour leur époque, etc. Et là où en France, je trouve, il me semble, hein, peut-être dire que je suis trop indulgent, mais il me semble qu'on entretient plus quand même la mémoire. Oui. J'ai eu la chance de le rencontrer et de pratiquer. Je n'ai jamais entendu faire référence ni en Beshoaï. Non. Et Adin Zelzat est une vraie référence en Israël, hein, il n'y a pas de doute. Bien. Dernière question, oui. Vous en prie. Ou, enfin, s'il y en a d'autres. L'insistance sur la responsabilité humaine, elle peut avoir finalement peut-être comme danger une trop grande implication politique. Je ne sais pas comment le dire. En même temps, dans tous ces écrits, cette insistance-là, la responsabilité humaine, elle est autour de l'éthique. C'est quand même central, fondateur, c'est l'éthique qui est le lieu possible du dialogue avec Dieu, c'est le Mishkan Rabbaton. Donc ça reste quand même pour moi énigmatique. Comment celui qui a pu redonner, comme vous l'avez dit, cette espèce de relecture comme ça, de la Torah, autour de l'éthique, comment finalement cette contradiction avec des positions politiques qui sont comment ça marche ensemble? J'ai juste envie de Ouais. Tout à l'heure, tu as dit le messianisme, si le messianisme révolutionnaire, enfin voilà. Donc c'est la fin justifie les moyens. Mais c'est une vision du messianisme qui est aussi calamiteuse que celle du stalinisme ou le socialisme. C'est la fin justifie les moyens et la décision. Alors, moi, je pense, hein, je vais me répéter peut-être, Brigitte, mais je pense que pour lui, cette idée que... Alors, voilà, je dirais ceci d'abord. L'éthique à l'intérieur de la société juive, c'est une préoccupation constante chez lui. Je veux dire, il n'y a pas... il faut penser la justice, la dignité de l'humain, etc. Bon. Là où ça va buter, effectivement, sur cette question politique, qu'il me semble avoir résolu, lui, Léon Ashkenazi, en disant, ben voilà, on a fait ça pour le premier retour, on a fait ça pour le deuxième retour, ben, ça fait partie du troisième retour. Voilà, je dirais, je vais introduire un nom qui... Simone Veil, mais pas la ministre de la Santé, la philosophe dont l'anti-hébraïsme est porté là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui promet une terre et qui, pour la promettre, alors on va dire, elle connaissait rien, elle savait l'herméneutique, elle savait pas, etc. Elle en était un niveau, le niveau du pshat, hein, le niveau littéral. Voilà. Je pense que ce qui lui permet de tenir les deux bouts, eh ben, c'est d'une part cette référence-là biblique, et de l'autre côté, la dimension universaliste qu'on pouvait trouver chez le Rav Kook. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fin, il y aura effectivement quelque chose qui sera général, etc., et dans lequel ces accidents de parcours seront résolus. C'est comme ça que je l'interprète.
Il y a, de ce point de vue-là, oui, effectivement, une sorte de dose de réalisme. Voilà, une sorte de réalisme un peu froid. Non, bah oui, voilà, mais on n'est pas au même niveau. Nous, c'est un projet immense, et là, bon, bah, c'est une. Et puis en plus, qu'il n'a jamais dit qu'il ne faudrait pas guerre, Toshav. Enfin, il avait toutes ces réflexions-là sur le statut qu'on pourrait offrir aux Arabes en général, etc. Mais pour moi, ça fait partie, soyons un peu plus sévères, ça fait partie un peu de la, puisque on faisait la référence, la maladie infantile du sionisme, c'est-à-dire, voilà, on s'est pensé contre le judaïsme et on s'est pensé contre l'Orient. Alors la phase du judaïsme, ça y est, on est déjà dans une phase beaucoup plus atténuée, on n'a pas besoin de penser le sionisme sans le judaïsme, à l'écart du judaïsme, en dehors du judaïsme, on peut intégrer tout ça. Ça s'est pensé, le sionisme s'est pensé contre l'Orient, à la fois l'Orient, séfarade, etc. Là aussi, je pense que les choses s'améliorent, s'atténuent, on n'est plus dans ce rejet-là, reniement-là, etc. Même si les formes que ça prend sont des formes qui sont pas forcément les plus élaborées, la musique, la variété, etc. Bon, je suis pas sûr que ce soit ça. Le sens de la fête, des séfarades, bon, très bien. Non, non, j'ironise un peu, mais pas complètement. Par exemple, sur quelque chose auquel on ne pense jamais à propos de ça, mais le rôle majeur des communautés séfarades en Israël sur le sens de la famille. Ça, les Ashkénazes, ils l'ont appris des Juifs orientaux. Hein. Je veux dire, les repas en collectif, ensemble, etc. Enfin, je veux dire là, mais ça ne s'est pas fait sur une influence, comment dirais-je, voilà, on va vous apprendre. Ah, mais le fait est que y a ici... Qu'est-ce qui reste encore de maladies non traitées, si je puis dire? C'est effectivement le rapport avec l'Orient arabe. Et ça, bon, ben, il faut passer par, voilà, par une phase dialectique. On est dans la phase de régression, et moi, je ne désespère pas d'Israël. Et donc, ça ne veut pas dire que j'espère pour les élections immédiates, hein, attention, hein, ça prendra plus de temps. Mais si je désespérais, je serais pas là-bas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. Bien. Merci.